et comme je le disais tout à l'heure, qui est un sujet d'actualité actuellement au niveau de notre des toiles et aussi des grandes places, je dirais. Alors, carrément, sans tarder, nous allons glisser sur la logique protocolaire. Nous allons passer la parole à M. Tal, député du peuple, honorable député, qui va parler sur un thème qui fait l'actualité. C'est une actualité brûlante, tout à fait, comme on a l'habitude de le dire, et il va parler de ce thème avec aisance et avec pertinence, j'en suis convaincu. Alors, messieurs, dames, maximum d'applaudissements pour M. Tal. Alors, et d'ailleurs, c'est dans son domaine, donc, comme tu l'as si bien dit, il sera à l'aise. Ouais. Tu peux lui donner le micro, s'il te plaît? Viens par là. Alors, je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Monsieur le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et des consignations, c'est la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur le président du groupe parlementaire, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Madame le maire, la Lionne de Guédiawaye, ma sœur Khadija, Monsieur le coordonnateur des sections universitaires de PASTEF, Mesdames, Messieurs les invités, à vos rangs et titres respectifs, Madame, Messieurs, chers étudiants patriotes, avant d'aborder le thème, vous me permettrez de rendre un hommage à l'ensemble des étudiants du Sénégal, notamment de PASTEF, pour le travail accompli depuis 2014, sanctionné par cela, certes par des hauts et des bas, mais que la classe estudiantine a eu à faire preuve de dignité, de bravoure, de persévérance et de résilience, et surtout de conquête pour permettre à PASTEF d'accéder à la magistrature suprême, à Diomaye Faye, 5e président de la République du Sénégal, au Premier ministre Ousmane Sonko, le porte-étendard du projet, toutes celles et à tous ceux qui ont eu à faire le sacrifice qu'il fallait faire, pour certains en donnant leur vie, pour d'autres en donnant leur liberté, et parmi eux, Monsieur le directeur général Fadilou Keïta en est un symbole. Pour d'autres encore en donnant leur emploi, en donnant leur corps pour permettre ce sacre qui est de voir passer les patriotes. Pendant que plusieurs personnes pensaient que ce n'était pas évident, aujourd'hui PASTEF est au pouvoir grâce à vous, mes hommages, chers étudiants. Peut-être rectifier un peu le micro central, le thème qu'on m'a donné est un sous-thème par rapport à un thème central. Donc je dois faire une communication sur l'état de droit et réforme judiciaire dans la vision 2050, le rôle du législateur. Si je ne me trompe. Je vous le confirme, c'est le sous-thème dont vous devez développer, mais le thème général c'est effectivement cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Alors je ne serai pas long parce que nous sommes rattrapés par des contraintes horaires. Et il y a les Tchamen et les Ndawen qui attendent 19h20 pour nous quitter sans y mettre les formes. Honorable, bonsoir. Mesdames et messieurs, état de droit et réforme judiciaire dans la vision 2050. Les Sénégalais attendent beaucoup de la réforme et de la modernisation de la justice dans la vision 2050.
un thème autour duquel s'est déroulé pendant une semaine le dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Car le constat est clair. Les faiblesses structurelles, fonctionnelles du système judiciaire, une crise politico-judiciaire persistante que le pays a connue ces dernières années et surtout la méfiance grandissante de la population sénégalaise à l'égard de son propre système judiciaire ont contribué à écorner l'image de ce pouvoir qui, normalement, doit réguler la vie de la nation. Aujourd'hui, un vent d'espoir souffle à nouveau sur la justice du Sénégal, après que cette justice ait connu tous les déboires sous l'Ancien Régime. Par conséquent, les nouvelles autorités du pays tiennent beaucoup à ces réformes dans le secteur notamment de Sénégal Vision 2050, et cela fait d'ailleurs partie des priorités du président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait été emprisonné sous le régime de Macky Sall, mais cependant avait promis une réforme en profondeur de la justice pendant sa campagne électorale pour la présidentielle de mars 2024 et qui a abouti à son élection en tant que président de la République 10 jours seulement après sa sortie de prison. Pendant une semaine donc, avocats, magistrats, parlementaires, membres de la société civile, communicateurs traditionnels, associations, organisations non gouvernementales, bref, plus de 450 professionnels du droit au total et des acteurs sociaux se sont retrouvés à Diamniadio au Centre international de conférence Abdou Diouf pour discuter des réformes à apporter au secteur de la justice au Sénégal. Car l'une des recommandations principales de ces assises inclusives voulues par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est de décoloniser la justice. Et les conclusions de ce dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice en relation avec la vision, c'est-à-dire le nouveau référentiel déjà rendu public, contiennent des mesures profondes pour réformer l'appareil judiciaire sénégalais. Et cela, une dizaine de mesures phares sont contenues dans les recommandations issues de ce dialogue pour améliorer effectivement et évidemment la qualité du service public de la justice. Parmi ces recommandations, on note la mise en place d'une cour constitutionnelle plus autonome, plus ouverte à d'autres profils que des magistrats au lieu d'un conseil constitutionnel. Ceci, selon le dialogue, permettrait que les juges qui composent cette cour ne soient plus exclusivement nommés par le président de la République. Cet avis est partagé par tous les participants aux assises, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination, mais plutôt d'un changement structurel et substantiel, c'est-à-dire les modes de saisine et les possibilités de saisine de la justice constitutionnelle. Il y a également comme mesure la limitation du pouvoir du procureur de la République qui bénéficie aujourd'hui de larges prérogatives, pour ainsi dire de prérogatives exorbitantes. Parce qu'au Sénégal, le procureur, dans son office et dans son parquet, a de larges pouvoirs et par moments des pouvoirs qui sont même en déphasage avec les véritables aspirations du peuple sénégalais. Le dialogue a aussi recommandé, en outre, l'instauration d'un juge des libertés et de la détention pour éviter le recours quasi systématique à la détention préventive. Donc, le juge des libertés et de la détention est un magistrat qui participerait à mieux préserver et à mieux défendre la liberté dans sa sacralité et à mieux surveiller les lieux de privation de liberté.
il y a aussi la révision du code pénal et du code de la famille, la digitalisation des services de la justice et la construction de nouvelles prisons, c'est-à-dire de nouveaux lieux de privation de liberté. En somme, 10 recommandations sont issues des travaux. Et premièrement, il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, de la mise en place d'une cour constitutionnelle, de la limitation des pouvoirs du procureur de la République, que nous considérons comme des fois liberticides ou attentatoires aux libertés publiques, l'instauration du juge des libertés pour désormais faire du juge et uniquement du juge le gardien des libertés. En quatrième lieu, il y a la limitation des longues détentions, surtout en matière criminelle où on a proposé des réformes pour limiter la détention préventive. En l'état actuel, en matière criminelle, la détention préventive n'a pas de limite. Cela veut dire quoi? Une personne peut être détenue provisoirement pendant 10 ans et devant le juge être acquitté et rentrer chez lui. Alors, que fera-t-on des 8 années ou des 10 années de détention préventive pour lesquelles il a eu à perdre son foyer, son patrimoine, sa dignité, sa liberté, son ménage, tout. C'est vrai qu'il y a eu l'instauration, je pense que du comité d'indemnisation en matière criminelle pour ceux qui ont bénéficié de non-lieu ou d'acquittement. Mais cela ne suffit pas toujours. En cinquième lieu, il y a la nouvelle organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez certainement qu'effectivement, il y a eu des réformes qui sont en vue. D'abord, étendre la liste des membres qui doivent siéger dans ce Conseil supérieur de la magistrature, privilégier également le mode d'élection et réfléchir sur la présence du président de la République au niveau de ce Conseil. C'est vrai que beaucoup de magistrats ont eu à émettre des réserves parce que souhaiteraient, ne serait-ce que pour la gestion de leur carrière, que le président de la République reste dans le Conseil supérieur de la magistrature pour plus d'efficacité, pour que les recommandations qui sont issues de ce Conseil soient appliquées sur toute la ligne. Ça, c'est un vœu des magistrats. En sixième position, il y a la révision du code pénal. Là aussi, je vais insister. Le pourquoi réviser le code pénal? Nous allons attendre l'installation de M. le ministre. Alors nous avons ici la présence du ministre, M. Yankouba Diémé. Merci beaucoup, M. le ministre, pour votre présence. À l'occasion, je salue aussi mon frère et ami, Elhadji Nasrin Fati, avec qui je me retrouve tout le temps avec lui, mon très cher. Merci beaucoup, M. Yankouba Diémé. Sous vos applaudissements, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez accordé à l'étudiant. Merci. Alors, monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue. On était en train de développer sur le thème qui m'a été confié en tant que panéliste. Je vous remercie. Alors, parlant de la révision du code pénal, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victimes de ce code qui sont là d'ailleurs. Je peux nommer le directeur général qui, pour une affaire de publication d'opinion, a eu à faire, si je ne me trompe, 14 mois et demi de détention pour avoir donné une opinion par rapport à un cas d'assassinat perpétré sur d'honnêtes citoyens qui ont eu à rendre de loyaux et services à la nation sénégalaise. 14 mois. Monsieur le directeur, bonjour. Alors, le pourquoi je vais insister sur ce point? Parce que je pense que si le code pénal est voté à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le code d'un député ou le code d'un ministre, c'est le code pénal qui s'applique à tout le peuple sénégalais. Alors, dans ce code pénal, il y a des dispositions que nous, PASTEF, nous avons considérées comme liberticides, voire même génocidaires. Et ces dispositions sont contenues entre
les articles 55 à 100 ainsi que l'article 139 du Code de procédure pénale. Cela veut dire quoi? On a appris en droit, pour ceux qui sont en deuxième année ou en troisième année, en droit pénal, qu'en matière de délit, la détention préventive ne doit pas dépasser 6 mois. Alors, il y a une disposition du Code pénal qui dit pour les délits visés à l'article 55 à 100, qui peuvent être des délits qui sont consécutifs à l'exercice d'une liberté publique, pour ces infractions-là, la détention préventive ne se limite pas à 6 mois. C'est-à-dire peut aller au-delà de 6 mois. Avoir un même régime de détention préventive qu'un crime. C'est ce qui explique, pour un simple poste, au lieu de croupir 6 mois en prison en attendant d'être jugé, monsieur le directeur général de la CDC a fait 14 mois et demi de détention. Et tenez-vous bien, ces textes ont été incorporés dans le Code pénal juste après les événements de février-mars 2021. Cela veut dire quoi? On réformait des textes au moindre fait divers pour essayer de casser des opposants. Ce texte était ciblé et dirigé uniquement contre des militants de Pastef les Patriotes. C'est pour cette raison que nous, malgré que nous sommes les victimes de ces réformes visées, liberticides, ciblées sur des personnes qui ont des casquettes politiques, nous avons pris l'engagement de tout revoir pour effectivement donner aux Sénégalais un code consensuel, un catalogue répressif devant lequel tous les Sénégalais seront égaux. Il y a aussi la révision du Code de la famille, parce que nous, le passé, on a eu à prendre des engagements ou à faire des promesses électorales pour réviser le congé de maternité. Parce qu'effectivement, nous avons dit et jugé que les femmes mériteraient mieux, après une couche, après la délivrance, quand même, de pouvoir donner les droits à l'enfant, c'est-à-dire de sentir une mère avec toute la chaleur maternelle avant de reprendre le travail. Et nous avions pris des engagements et des états généraux ont été convoqués dans ce sens. La construction de nouvelles prisons. Imaginez, au Sénégal, à part la prison du Cap de Sébikotane, toutes les prisons ont été construites par des colons. Que ça soit Rebeuss. Il y a même des prisons qui, à l'époque, étaient des écuries, c'est-à-dire là où on gardait des cheveux. Aujourd'hui, ces écuries ont été transformées en prison et des Sénégalais y sont gardés pendant des fois des années et des années sans pour autant être jugés. Au même moment, des milliards de francs CFA sont dépensés dans des projets que nous jugeons budgétivores, inutiles et peut-être qui peuvent être exécutés dans des États bien accomplis, mais pas des États qui sont à la quête d'émergence et de développement. C'est pour cette raison qu'effectivement, il y a eu ce projet de construction de nouvelles prisons. Alors, il y a une autre proposition au niveau de ces assises, à savoir la criminalisation des délits fonciers. Ces délits fonciers, si vous allez à Mbour, vous allez vous en rendre compte, et même dans ce présidium, il y a même des victimes de prédation foncière, malgré leur casquette d'officiel, mais n'ont pas pu régler cela parce qu'effectivement, la situation est devenue une bombe, au point que ça risque de se retourner même entre Sénégalais qui peuvent se s'entretuer à cause de boulimie foncière qui anime certains élus locaux, à savoir des maires. Raison pour laquelle d'autres ont proposé de criminaliser ce qu'on appelle la spoliation foncière faite au préjudice du peuple sénégalais. Alors, c'est quoi le rôle du législateur dans les réformes judiciaires et l'état de droit? Ces réformes peuvent être rapidement mises en œuvre pour le bonheur de tous les Sénégalais s'il y a effectivement une volonté politique de le faire. Mais faudrait-il le rappeler que le président de la République, son premier ministre, le président de l'Assemblée nationale sont quand même sortis de prison, même si vous allez me dire que le président de l'Assemblée nationale n'a pas été en prison, mais sauf que le bracelet électronique, c'est une forme de prison.
parce qu'effectivement, le bracelet électronique ne vous permet pas de vous mouvoir partout dans les régions. Donc c'est une prison à ciel ouvert et peut-être à une superficie beaucoup plus importante. Tous sortis de prison et aujourd'hui sont là. Donc ils doivent pouvoir faire ces réformes avec le législateur. Ces autorités ont appelé pour la rupture et elles ont une occasion d'opérer la rupture, de faire en sorte que les Sénégalais aient confiance en l'institution judiciaire. De ce point de vue, bien entendu, le législateur sénégalais doit être au cœur du processus des réformes judiciaires afin d'en assurer leur effectivité, car l'état de droit est aujourd'hui considéré comme la principale caractéristique des régimes démocratiques et la justice doit en être le garant. Parce que nous avons appris que l'état de droit, c'est l'état dans lequel cet état se soumet au droit. Il est alors destiné à la mise en œuvre de l'esprit de justice. Le principe d'état de droit suppose l'existence de juridictions indépendantes et compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes physiques ou morales, en appliquant à la fois le principe de l'égalité qui découle de l'existence de la hiérarchie des normes et le principe d'égalité de tous devant la loi qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes. D'où le rôle incontournable du législateur sans lequel de telles réformes judiciaires ne pourront jamais être réalisées. En outre, le législateur doit être conscient des enjeux relatifs aux réformes judiciaires. Et dans le nouveau référentiel Vision 2050, en faisant savoir que l'état de droit implique l'existence d'une séparation certes des pouvoirs, mais d'une justice indépendante et crédible. Aussi, il doit relever les défis liés aux problèmes récurrents des menaces au droit et à la justice, notamment en Afrique et particulièrement au Sénégal. En effet, la justice faisant partie de l'État, seule son indépendance à l'égard des pouvoirs législatifs et exécutifs est en mesure de garantir son impartialité dans l'application des normes de droit. La justice étant un pilier fondamental de l'état de droit et un élément incontournable de la paix, de la stabilité et du développement d'un pays. Et à cet effet, les peuples exigent de plus en plus de protection contre les abus, contre l'arbitraire et les agressions et de toute forme. Enfin, sans l'application effective du législateur, l'implication effective du législateur, impossible de réaliser ces réformes pour un état de droit fort et crédible. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Tal. Alors, nous vous remercions beaucoup et on a très bien, je pense bien sûr que tout le monde a bien suivi l'intervention de Monsieur Tal, qui rappelle bien sûr la justice qui est un élément essentiel pour la paix et aussi pour une bonne gouvernance. Il rappelle aussi que la justice